On dit que chaque époque laisse son empreinte, et parfois, cette trace se mesure à ce que l'on pose sur la table. Au fil de l'histoire, l'humanité a affronté des crises, des guerres, la pauvreté et la disette. Pourtant, même dans les heures les plus sombres, la nécessité a su réveiller l'ingéniosité. Aujourd'hui, nous t'invitons à nous suivre pour un voyage singulier à travers l'histoire des plats les plus modestes, les plus déroutants et, parfois, les plus tristes jamais servis. Des recettes nées pendant la Grande Dépression au mets, qui racontent la rudesse des périodes marquées par la rareté, ce parcours rend hommage à toutes celles et ceux qui, avec presque rien, ont réussi à nourrir leur famille. Ces plats ne sont peut-être ni les plus appétissants, ni les plus élégants, mais derrière chacun d'eux se cache une histoire de lutte, de créativité et de survie. Bienvenue sur Viento del Oeste. Inspire profondément, installe-toi confortablement et prépare-toi à remonter le temps. Ici, chaque plat raconte une histoire et chaque saveur porte un héritage. Ragoût d'écureuil. Le ragoût d'écureuil peut sembler étrange aujourd'hui, mais pendant la Grande Dépression, c'était plutôt courant, surtout sur les tables de ceux qui traversaient des temps difficiles. Bien sûr, inutile de préciser que lorsque l'on pense à la Grande Dépression, on l'associe aussitôt à une crise économique dévastatrice. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que beaucoup de gens, confrontés à ces circonstances extrêmes, ont développé des aptitudes de survie étonnamment ingénieuses. Entre baies, champignons sauvages et autres petits gibiers, une pratique assez singulière s'est imposée. La chasse à l'écureuil. Oui, comme dans les films post-apocalyptiques. En période de besoin extrême, on se rabattait sur ce qu'on avait sous la main, et l'écureuil devenait une option réaliste. Plus surprenant encore, cette habitude ne se limitait pas aux campagnes ou aux zones isolées. Même dans de grandes villes, on a commencé à considérer la viande d'écureuil comme une alternative valable pour mettre quelque chose dans l'assiette. Alors, quel goût ça a, un écureuil? Ceux qui y ont goûté parlent d'une viande douce, un peu salée, assez tendre et, étonnamment, pas trop forte ni sauvage. Bref, côté saveur, on peut dire que ça passait l'examen. Hobo stew. Ragoût de vagabonde. Le fameux hobo stew, ou ragoût de vagabonde, était un classique de la Grande Dépression que travailleurs, fermiers et citadins fauchés connaissaient par cœur. Les vedettes étaient toujours les mêmes. Une poignée de légumes ramassés à la va-vite, des restes de viande oubliés et n'importe quelle conserve rescapée du placard. Le tout finissait dans une marmite, mijotant lentement, presque toujours sur un feu de fortune. Son charme tenait à sa simplicité. Pas besoin de four, de cuisinière, ni d'ustensiles sophistiqués. Une grande part de la culture des sans-abri s'organisait autour de ce type de plat qu'on préparait avec ce qu'on trouvait. Allumer un feu, ce n'était pas seulement pour cuisiner, c'était aussi pour survivre au froid. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, les abords des voies ferrées étaient pleins de gens qui cuisinaient ce genre de repas. Et il n'y avait pas que les vagabonds. Chômeurs, victimes du Dust Bowl et tous ceux frappés par l'inflation liée à la guerre connaissaient très bien ce ragoût sans recette fixe. Une marmite, du feu et quelque chose à y jeter. Pain au grass. Bread and drippings. Le bread and drippings, ou pain au grass, sur ma bougie, faisait partie de ces plats modestes montés comme on pouvait, en rassemblant le peu qu'on avait, histoire d'obtenir, si ce n'était pas un repas complet, au moins quelque chose qui y ressemblait. Beaucoup de ces noms, comme hobo stew ou bread and drippings, étaient de simples sobriquets régionaux qui sont restés. Et même si ça sonne très américain, ces idées existaient un peu partout dans le monde.
Aux États-Unis, la formule marchait particulièrement bien grâce à un ingrédient clé, l'infatigable graisse de bacon. S'il y a bien une chose qui caractérise le pays, c'est son amour profond et inconditionnel pour le bacon. Si tu ajoutais à cette graisse un peu de suif de bœuf, de saindoux, ou, avec un peu de chance, un peu de viande en boîte, tu pouvais déjà dire que tu tenais un repas correct. Ceux qui rentraient de l'usine ou d'un petit boulot trouvé en ville trouvaient souvent ce plat qui les attendait. C'était une façon efficace de ménager à la fois le porte-monnaie et la santé. Graisse, protéines et glucides en une bouchée. Pire valait encore avoir faim, c'est sûr. Fait curieux, certains saupoudraient de sucre par-dessus. Des cantines populaires ont même servi des toasts à la graisse et au sucre comme petit déjeuner économique. Et, visiblement, ça fonctionnait. Galettes de pommes de terre. Potato cakes. Avec le maïs et le bacon, la pomme de terre a toujours été l'un des piliers de l'alimentation aux États-Unis. À quel moment les pommes de terre n'ont-elles pas sauvé la mise? Et lorsqu'il fallait économiser, les galettes de pommes de terre étaient sans doute l'un des meilleurs moyens de réutiliser les restes de façon ingénieuse et pratique. Quand l'argent manquait, gaspiller était impensable. Pain, viande, curry, sauce, purée, tout retrouvait une seconde vie. En plus, la pomme de terre se cultivait facilement partout. Sa polyvalence en faisait l'allié idéal pour traverser les périodes difficiles. Pas de four? Pas grave. On prenait les restes de purée, on formait de petites galettes et on les faisait dorer à la poêle comme des pancakes tout simples. On en servait dans les foyers modestes, les soupes populaires, les restos bon marché et les petits déjeuners communautaires. Une option ultra économique. Et pour une touche spéciale, sirop d'érable et fines tranches de pommes à côté. Promis, le CV de la pomme de terre est enviable. Choux et pommes de terre bouillies. Boiled cabbage and potatoes. Le chou bouilli avec des pommes de terre était un autre recours habituel pour étirer ce qui restait au garde-manger. Une recette humble tirant le maximum de 2 ingrédients de base. Ce plat est devenu un classique parmi les classes laborieuses et les communautés les plus modestes, non seulement pour sa simplicité, mais parce qu'il calait l'estomac avec presque rien. Le principe? Faire bouillir choux et pommes de terre avec du sel, du poivre et, avec un peu de chance, un soupçon de graisse pour relever le goût. Beaucoup cultivaient leurs propres légumes, même en ville, grâce aux Victory Gardens, ces potagers urbains nés en temps de nécessité. Si tu avais eu la prévoyance d'entretenir un petit potager maison, ajouter ce plat à ton régime, c'était presque t'assurer un repas gratuit de temps en temps. S'il restait un peu de viande, on la glissait dans la marmite. Un os de jambon, un peu de bacon ou un morceau de porc suffisait à donner un coup de peps. Même les feuilles de chou flétries étaient utilisées. Aussi, la devise était claire. Rien ne se perd. Cette mentalité a permis à la recette de survivre aux guerres mondiales et à la Grande Dépression. Salade de feuilles de pissenlit. Dandelion Green Salad. La salade de feuilles de pissenlit illustre parfaitement comment des situations extrêmes révèlent des talents qu'on ne soupçonnait pas. La cueillette des plantes sauvages était une habitude héritée des premiers colons et des familles des Appalaches, qui dépendaient en grande partie de ce que la nature offrait gratuitement. Si tu avais voyagé en Pennsylvanie dans les années 1950, tu n'aurais pas été surpris de voir ce type de salade. Les supermarchés vendaient même des feuilles de pissenlit pendant une bonne partie du 20e siècle. Bref, c'était plutôt courant. Difficile de faire plus pratique. Quelle autre plante est si facile à trouver, pousse partout et se récolte sans effort? Le pissenlit avait bien des atouts. Gratuit, facile à cuisiner, accessible et assez nutritif. Il suffisait d'un peu de vinaigre, de sel
et d'un œuf dur pour obtenir une salade qui, à première vue, pouvait passer pour un plat acheté à emporter. Une preuve de plus que la nécessité aiguise l'ingéniosité. Pain de maïs au lait. Dieu. Cornbread in milk. Le pain de maïs au lait, c'est exactement ce que ça annonce. Une recette modeste et simple, typique des petits déjeuners de l'époque. Si tu voulais autre chose que du pain grillé au sucre, quelque chose de plus doux, facile à digérer et légèrement sucré, le pain de maïs, cet indétrônable de la maison, entrait en scène. Rien de mystérieux. On émiette le pain dans un bol, on le couvre de lait et c'est prêt. Une sorte de céréale trempée, parfaite pour recycler des restes qui, sinon, finiraient à la poubelle. Dans le sud, on préférait le bas-beurre. En ville, on ajoutait volontiers du sirop ou de la mélasse pour une touche plus sucrée. Oignon rôti farci au beurre de cacahuète. Peanut butter stuffed baked onion. Ça peut paraître étrange, voire absurde, mais cette recette a bel et bien existé. Il s'agissait de creuser un oignon, de le farcir de beurre de cacahuète, puis de le rôtir jusqu'à ce que l'oignon caramélise et que sa douceur naturelle équilibre le côté salé et gras de l'arachide. Même si la combinaison semble forcée, la douceur fondante de l'oignon cuit et le sel crémeux de la farce se révélaient curieusement complémentaires. C'était une manière différente et très économique de réunir protéines et légumes dans un seul plat. Peut-être pas au goût de tout le monde, mais en ces temps de disette, c'était une option valable pour se remplir l'estomac. Aujourd'hui, on la cite surtout comme une curiosité culinaire, plutôt qu'un plat à ressusciter. Même des historiens de la gastronomie, comme Andrew Coe et Jane Ziegelman, ne lui portent pas vraiment dans leur cœur. Avant de continuer, si ce voyage à travers les histoires cachées de la gastronomie te plaît, n'oublie pas de nous soutenir. Abonne-toi à la chaîne et laisse-nous un like. Ainsi, nous pourrons continuer à partager avec toi d'autres aventures, où l'histoire et la cuisine s'entrelacent délicieusement. Et maintenant, revenons à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Découvrir comment chaque recette, chaque saveur et chaque tradition nous relie à ceux qui nous ont précédés. Sabots bouillis. Boiled animal hooves. Aussi déroutant que cela puisse paraître, pendant le Dust Bowl, les sabots bouillis ont été une ressource de plus pour survivre. Quand la viande devenait un luxe, on se tournait vers des parties habituellement non consommées. En faisant bouillir des sabots de vache ou de porc, on obtenait un bouillon épais grâce au collagène naturel qui servait de base pour des soupes, des ragoûts, voire des desserts comme gelée ou flan. Nourrissant, riche en protéines et minéraux, ce n'était pas forcément appétissant à l'œil. Mais à ces années-là, l'esthétique passait derrière la nécessité de se rassasier. Sauterelles frites croustillantes. Crispy fried grasshoppers. Si tu penses que manger des insectes est une mode moderne liée au développement durable, désolé de te contredire. Pendant les années du Dust Bowl, les sauterelles frites n'avaient rien d'excentrique. C'était une nécessité. Quand les récoltes échouaient et que la viande se faisait rare, les fermiers regardaient les nuisibles qui dévoraient leurs champs et se disaient « Tu manges ma nourriture? Eh bien maintenant, c'est moi qui te mange. » Une sorte de revanche, servie bien chaude et bien croustillante. On ramassait les sauterelles en famille. Une fois réunies, on les lavait, on les faisait mariner, puis frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croquantes. Résultat, une bouchée pleine de protéines, à condition de ne pas trop penser à ce que l'on mange. Aujourd'hui, on parle des insectes comme aliments du futur pour leurs protéines, leur fer et leur bonne graisse. Mais ces familles ne le faisaient ni par mode ni par écologie, simplement pour survivre. Et soyons honnêtes, tout ce qui est frit a, au minimum, 50% meilleur goût. Onions farcis aux grape nuts. Onions stuffed with grape nuts.
Ce plat ne demandait ni ingrédients sophistiqués, ni grande quantité d'assaisonnement. Il fallait du sel, du poivre et un peu d'imagination. La recette: des oignons évidés, mélangés à de la chair de saucisse de porc, un peu de graisse fondue, du ketchup et, avec un peu de chance, quelques lanières de bacon. Et l'ingrédient vedette: les céréales Grape Nuts. On mélangeait tout, puis on enfournait environ 40 minutes jusqu'à obtenir un oignon farci bien doré et croustillant. Au final, malgré sa simplicité, ce plat tirait un sourire à ceux qui s'asseyaient à table. Dans les années 1940 et 1950, ce que les familles appréciaient le plus, ce n'était pas la sophistication, mais d'avoir quelque chose de chaud et rassasiant à manger. Les recettes simples, qui remplissaient et ne gaspillaient rien, étaient presque des trésors. C'est pour ça que des plats comme celui-ci sont devenus des indispensables de la cuisine modeste de l'époque. Ragoût de moufette. Skunk stew. Oui, tu as bien lu. Ragoût de moufette. À l'époque du Dust Bowl, même les animaux les moins populaires finissaient parfois dans la marmite. Ce n'était pas le premier choix, évidemment, mais quand la faim pressait, toute source de protéines comptait. Il fallait bien sûr retirer les glandes odorantes avant cuisson, sous peine de vider la maison plus vite qu'un coup de vent. Une fois l'animal soigneusement préparé, on le cuisait avec les légumes et épices disponibles. La viande était tendre, au goût un peu marqué, mais acceptable pour qui n'avait pas beaucoup d'alternatives. Ça peut sembler grotesque, mais comparé à d'autres gibiers, comme le raton laveur ou l'opossum, la moufette n'était pas si mal considérée sur le plan gastronomique. Un compliment très relatif, certes, mais un compliment quand même. Aujourd'hui, c'est une anecdote plus qu'une pratique. Pour ceux qui ont survécu au Dust Bowl, la moufette prouve surtout que la faim n'a pas de préjugés. Casserole de tumbleweed. Tumbleweed casserole. Qu'est-ce qu'on dîne? Quelque chose qui a roulé depuis le fond du jardin. Ça sonne comme une blague, mais la casserole de tumbleweed a bel et bien existé pendant le Dust Bowl. Les tumbleweeds, ces buissons roulants de l'Ouest américain, ne sont pas les plus savoureux, mais ils sont comestibles. On les faisait bouillir pour atténuer leur amertume et leur dureté. Puis on les mêlait à des restes de viande, des pommes de terre ou des conserves. Le résultat, un ragoût terreux, pensé pour survivre plus que pour se régaler. Mais il apportait des fibres, quelques vitamines et surtout, il était gratuit et facile à trouver. Aujourd'hui, personne ne l'inscrirait dans un recueil moderne, mais cette casserole symbolise la résilience de ceux qui ont fait de la nécessité une vertu. Bubble and Squeak. Le Bubble and Squeak était un autre plat parfait en temps de guerre, reposant sur un principe simple: ne rien gaspiller. On le préparait avec les restes du repas dominical, généralement du chou et des pommes de terre. On faisait revenir le tout à la poêle jusqu'à ce que ce soit doré et croustillant. Il servait aussi à écouler les restes des grandes tablées de fête, devenant le classique du lendemain. Aujourd'hui, c'est l'exemple idéal d'un plat modeste qui nous apprend à ne pas jeter et à valoriser ce qu'on a déjà au frigo. Pain de maïs à la mélasse Blackstrap. Blackstrap Molasses and Cornbread. Le pain de maïs a toujours eu un petit côté cadeau. On peut le préparer de 1000 façons, et il se trouve toujours quelqu'un pour le dévorer, comme si c'était le dernier repas sur Terre. L'un de ses accompagnements traditionnels dans le Sud, c'était la mélasse Blackstrap, une nourriture de survie qui tirait le meilleur des ressources locales. Qu'avait-elle de spécial? C'était le sous-produit final de la fabrication du sucre, très abondant et bon marché dans la région. Contrairement à d'autres recettes comme la soupe de biscuits, cette combinaison avait une vraie valeur nutritionnelle malgré sa simplicité. Le pain de maïs à la mélasse est devenu un héritage partagé par des générations de métayers, contribuant à ancrer des traditions dans le folklore culinaire américain.
Certains allaient même jusqu'à lui prêter des vertus médicinales, notamment contre l'anémie. Vrai ou non, l'anecdote est restée. De nos jours, on voit rarement ce plat à la maison, mais il y a sûrement encore quelqu'un qui le prépare par pure nostalgie. Chou poêlé à la graisse de bacon. Cabbage and bacon grease. Si tu pensais en avoir fini avec le chou, attends, en voici encore. Le chou à la graisse de bacon a longtemps été une manière simple et roborative de remplir l'estomac avec presque rien. Il suffisait de faire bouillir du chou, puis de l'agrémenter de la graisse récupérée après avoir fait frire du bacon. Résultat: un légume fibreux et un peu fade transformé en quelque chose de plus dense, croustillant par endroits et étonnamment rassasiant. La graisse de bacon, d'ailleurs, ne coûtait rien à beaucoup de gens. On la gardait après cuisson, parce qu'à l'époque, on ne jetait rien. Tirer parti de la dernière goutte relevait presque de la survie. Ainsi, un simple chou pouvait se muer en repas plus consistant, même si ce n'était pas un festival de saveurs. Parmi toutes les recettes au chou, celle-ci est, soyons honnêtes, de celles qui manquent le moins aujourd'hui. Si ce voyage dans le passé te paraît aussi fascinant que pour nous, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et laisse-nous un like. Tu nous aides à continuer de sauver de l'oubli ces histoires qui ne doivent pas disparaître, et tu t'assures aussi de ne rien manquer de ce qui arrive ensuite. On continue? Allons-y. Spaghettis au ketchup. S'il existe un plat dont l'origine humble ne fait aucun doute, c'est bien celui-ci. Des spaghettis au ketchup. Le nom ne ment pas. C'est exactement ce que tu imagines. Pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de familles s'y sont rabattues, car la sauce tomate en conserve n'était pas si facile à trouver, encore moins dans les zones rurales. Le ketchup est devenu une alternative bon marché qui rappelait, même très vaguement, une sauce pour pâtes. Ainsi est né cet hybride improvisé, resté courant à la maison, parce qu'il ne demandait que 2 ingrédients, économiques et faciles à conserver. Peut-être l'as-tu même croisé à la cantine, à la maison ou aux deux. Certains soldats américains basés au Japon ou aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale en mangeaient aussi. Signe à quel point ce plat a fait partie de la survie alimentaire de son époque. Aujourd'hui, on le prépare parfois par curiosité nostalgique. À l'époque, c'était de la pure nécessité. Sandwich au sandou. Peu importait que ta bourse soit vide ou que tu rêves de 3 bonnes bouchées de viande. Le travail devait se faire, et pour ça, rien de tel qu'un sandwich au sandou. Il s'agissait de pain tartiné de graisse de porc et, avec un peu de chance, garni d'un peu d'oignon ou de sucre. C'était une option riche en calories et bon marché, bien plus abordable que la margarine ou le beurre. Il devint donc un pilier de l'alimentation des familles les moins favorisées. Il apportait l'énergie nécessaire aux travaux les plus pénibles et, même si aujourd'hui ça peut sembler insensé, la nutrition était alors dictée par le pouvoir d'achat. Les familles qui ne pouvaient s'offrir des ingrédients frais, plus sains ou mieux équilibrés, se rabattirent sur ce genre d'options. Bien sûr, tant de graisse consommée si longtemps a fini par présenter l'addition pour la santé de beaucoup. Mais que faire? Il fallait payer les factures et garder la lumière allumée, quitte à ignorer les conséquences. Pâté de viande, sans viande. Entendre pâté de viande sans viande, c'est presque une contradiction. Comme parler d'une rivière sans eau, non? Pourtant, durant la Grande Dépression, le rationnement fut si extrême que la viande devint quasi inaccessible pour de nombreuses familles. La seule façon d'en garantir, c'était d'aller chasser, et tout le monde n'en avait pas les moyens. Les ménagères ont donc redoublé d'ingéniosité pour compenser le manque de protéines, donnant naissance à des recettes comme ce. Pâté de viande sans viande, expression extrême de la culture de Ligue.
Aliment factice. Les ingrédients étaient économiques et rassasiants. Chapelure, haricots, pommes de terre. Champignons. Tout ce qui pouvait imiter, même de loin, la texture et l'apparence de la viande. La viande hachée étant hors de portée, on a commencé à préparer des pâtés, avec des cacahuètes, du maïs moulu ou des lentilles. Oui, crois-le ou non, les pâtés de lentilles existaient bien avant qu'on les appelle vegans. Peut-être pas très sexy, mais efficace. Faux cerveau. En temps de pénurie, la cuisine factice a connu son âge d'or, et les mock brains en sont un autre exemple. La recette cherchait à imiter l'aspect et la texture des cervelles, avec des ingrédients bon marché, gras et bien relevés. Fumée liquide, paprika, ail et autres épices capables de brouiller les pistes. On servait le tout avec de la sauce tomate pour parfaire l'illusion visuelle et ajouter un peu de goût. Ce n'était pas un miracle culinaire, mais ça calmait la nostalgie de celles et ceux qui regrettaient les repas d'avant. Sauce au sang. Si tu pensais que les sauces ne se faisaient qu'avec les jus de viande, détrompe-toi. Pendant le Dust Bowl, la sauce au sang était un recours fréquent, surtout dans les fermes où rien ne se perdait. Oui, ça paraît extrême, mais quand la nourriture manquait et que la viande était rare, on mélangeait le sang, généralement de porc ou de bœuf, avec de la farine, du lait et des épices pour obtenir une sauce épaisse servie en accompagnement. On la versait sur du pain, des pommes de terre ou des crackers salés. Surprise, ce n'était pas si mauvais, et cela apportait du fer et d'autres nutriments précieux en temps de carence. Ça peut sembler peu ragoûtant aujourd'hui, mais la gastronomie mondiale en regorge d'exemples. Blood pudding en Suède, dinuguan aux Philippines. Cette sauce n'était donc pas une bizarrerie, mais une adaptation logique à la nécessité. Pain renforcé à la sciure. Ça sonne comme une légende urbaine. Pourtant, mélanger de la sciure à la farine pour faire durer le pain fut une triste réalité durant la Seconde Guerre mondiale. Quand la farine vint à manquer, les familles cherchèrent des moyens d'étirer leurs réserves. La sciure servait de charge, bon marché, abondante et riche en fibres, même si le goût et la texture laissaient à désirer. À trop en mettre, le pain se gâtait plus vite. À petite dose, on allongeait la pâte et on trompait l'estomac. Curieusement, cette pratique eut des répercussions des décennies plus tard. Dans les années 1970, de nombreuses entreprises ont ajouté des fibres végétales, comme la cellulose, dérivée de la sciure, à leurs produits pour reproduire cet effet de satiété. D'une certaine manière, la sciure a donc sa petite histoire dans l'alimentation américaine. Cobbler au vinaigre. Quand il n'y avait ni fruits, ni grand-chose d'autre que sucre, farine et vinaigre, le vinegar cobbler était pratiquement la seule option pour un petit plaisir sucré. On le classait parmi les desperations pieds. Ces tartes nées de l'ingéniosité et du manque, préparées avec ce qu'on avait sous la main. Beurre, sucre, œufs, farine et tout substitut d'ingrédients coûteux ou hors saison. Ce type de tarte était courant avant les réfrigérateurs et les garnitures de fruits en conserve et devint indispensable durant la Grande Dépression et le rationnement de la Seconde Guerre mondiale. Quand les pommes fraîches ou les citrons étaient inabordables, on utilisait du vinaigre pour imiter leur acidité. Ainsi naquit ce cobbler. En cuisant, le mélange vinaigre-sucre-épices se transformait en une garniture qui trompait plutôt bien le palais et rappelait une tarte aux fruits. À la place des pommes, un simple vinaigre de cidre suffisait à duper le cerveau. La pâte, comme toujours, réunissait les basiques du garde-manger: farine, sucre et graisse. Le goût, on le décrivait comme un croisement entre un flan de maison et des chips aromatisés au vinaigre. Curieux, oui, mais suffisant pour arracher un sourire après une semaine rude.
Si tu apprécies ce voyage à travers les recettes les plus insolites de l'histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like à cette vidéo. C'est la meilleure façon de soutenir ce contenu et de ne pas rater les prochaines histoires que nous avons préparées pour toi. Prête? On continue. Tarte à l'eau. Oui, tu as bien lu. Une tarte à l'eau. Pas une croûte remplie d'eau pure, même si on pourrait le croire. Née en pleine Grande Dépression, cette recette prouve jusqu'où l'on pouvait aller quand la nécessité se faisait pressante. La water pie se préparait en mêlant eau chaude, sucre, farine et beurre, ou leur substitut moins cher, pour créer une garniture qui rappelait une crème sucrée, presque une petite crème pâtissière. La pâte se faisait souvent au saindoux ou avec d'autres ingrédients permettant d'étirer la farine au maximum. Le truc, la farine jouait l'épaississant et donnait au centre une texture gélatineuse, fasten pudding. Plus qu'une vraie tarte, c'était un effort désespéré pour donner l'illusion d'un dessert fait maison. Sandwich au sucre. Les sandwichs au sucre étaient aussi simples que leur nom. Pain blanc, un voile de sucre par-dessus, parfois margarine, saindoux ou beurre si l'on avait de la chance. Et c'est tout. Avec une poêle ou un grille-pain, on pouvait même les dorer un peu. Tout de suite, ça devenait plus gourmande. Rien d'élaboré, on est d'accord. Mais si l'on se souvient qu'on parle de nourriture de survie, tout s'éclaire. Celles et ceux qui vivaient de ce qu'on appelle aujourd'hui la food de pauvres n'avaient ni temps ni moyens pour un petit déjeuner complet et équilibré. Et oui, cela ne devrait surprendre personne. Le repas le plus sacrifié, c'était le matin. On ne sautait ni le dîner ni le déjeuner, indispensable pour tenir au travail. Le petit déjeuner, lui, était sabré sans ménagement. Tous ces sandwichs au sucre, rapides, bon marché et trompe-faim. Avec un peu de miel, de confiture ou de cannelle, c'était encore mieux pour varier. Fausse tarte aux pommes aux Crackers Ritz. Qui a dit qu'il fallait des pommes pour faire une tarte aux pommes? Certainement pas les gens de la Grande Dépression. La mock apple pie était un trucage culinaire génial. Des Crackers Ritz imitaient la texture et même le goût de la pomme. On préparait une garniture sucrée à base d'eau, de sucre, de cannelle et de citron, plus les crackers, pour composer un dessert qui trompait le palais. C'était une façon bon marché de satisfaire une envie de sucré sans ingrédients coûteux ou introuvables, tout en utilisant les biscuits rassis oubliés au fond du placard. Même si on l'associe aux années 1930, les fausses tartes aux pommes remontent au 19e siècle, quand les pommes fraîches manquaient l'hiver. On utilisait des crackers ou du pain rassis pour recréer la texture. La version moderne au Ritz est née dans les années 1930, si populaire que la marque a fini par imprimer la recette sur ses boîtes. Pudding de pruneau. Le pudding de pruneau est l'un de ces desserts modestes qui ont répondu au manque et qui ont même été servis à la Maison-Blanche. Eleanor Roosevelt l'a mise en avant pendant la Grande Dépression comme exemple de cuisine économique et pratique. Peut-être que cela n'a pas redoré la réputation gastronomique de la Maison-Blanche, mais beaucoup de familles y ont trouvé le réconfort de savoir que même les puissants mangèrent simple. La recette tenait en peu de choses: pruneaux, sucre et un sirop pour adoucir. Résultat, un dessert abordable, facile et étonnamment savoureux, dans ses limites. Aujourd'hui, ça paraît modeste. À l'époque, c'était une douceur bienvenue au bout de journées placées sous le signe de l'austérité. Sandwich beurre de cacahuètes et mayonnaise. Qui n'a jamais entendu parler des fameux sandwichs beurre de cacahuètes mayonnaise? Aujourd'hui, ça sonne bizarre, mais pendant des décennies, ce fut un classique des repas rapides et économiques à la maison. Depuis belle lurette, ces sandwichs sont dépannés, l'enfant traînant les pieds vers les maths, le comptable lassé de sa routine,
ou la ménagère épuisée qui voulait juste quelque chose de simple à manger. Leur succès tenait à deux choses: prix mini, préparation express. Et, aussi étrange que cela paraisse, les plus petits finissaient par les aimer. Pendant la Grande Dépression, quand le beurre est devenu si cher que beaucoup ont arrêté d'en acheter, ce sandwich a gagné en popularité. Le gouvernement américain l'a même inclus dans ses campagnes d'aide et ses programmes alimentaires. Il devint l'un des piliers de nombreuses tables. Ainsi, des marques comme Hellmann's ou Duke's se sont invitées dans les cuisines, parce que même le beurre n'était plus une option. Pain de l'économie, Economy Loaf. As-tu déjà imaginé un pain cuit au four sans viande? L'Economy Loaf était exactement cela. Un plat de nécessité, fait d'ingrédients bon marché, pommes de terre, petits pois, farine, œufs, sel et poivre. Ce n'était pas un plat pensé pour les végétaliens, mais une alternative forcée à une époque où la viande relevait du luxe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce type de recette fut un véritable sauvetage, jusqu'à figurer dans des livres de cuisine patriotiques comme The Modern Hostess. La présidence Roosevelt a vu fleurir ces solutions culinaires, où la nutrition et l'économie prenaient le pas sur le reste. Faute de protéines animales, ce pain offrait un repas complet, accessible et rassasiant. Aujourd'hui, on y verrait une curiosité rétro. À l'époque, c'était presque un acte de résistance ordinaire. Soupe de crackers. Côté soupe simple, difficile de faire plus basique que la cracker soup, aussi appelée poor man's soup, la soupe du pauvre. La recette tenait de la cuisine minimale. Eau chaude, un peu de beurre, avec de la chance, sel, poivre, un cube de bouillon si disponible et, en ingrédient principal, des crackers salés émiettés. La qualifier de soupe aurait fait sourire certains, mais ces jours-là étaient pires que la pire des blagues. Elle s'est même popularisée dans l'armée parce qu'elle ne demandait presque rien pour être préparée. Et elle n'a pas séduit que les soldats. Beaucoup de familles l'utilisaient comme remède maison quand quelqu'un était malade. Légère, facile à digérer, et, même si elle n'apportait pas grand-chose sur le plan nutritionnel, étonnamment réconfortante. Placebo, chaleur de l'eau, peu importe. Elle apaisait ceux qui traversaient des jours difficiles. Tu profites de cette balade à travers les recettes les plus curieuses et les plus modestes d'autrefois? Alors abonne-toi et mets un like. Ainsi, nous pourrons continuer à créer pour toi du contenu qui mêle histoire, cuisine et tradition. Prêt à découvrir ce qu'on servait quand il n'y avait pas grand-chose d'autre que l'ingéniosité? Poursuivons. Tâche, pain durs ou hardtack. Je ne sais pas exactement ce que tu as entendu sur le hardtack, mais s'il est question de biscuits salés faits maison qui tiennent une éternité, celui-ci décroche la palme. Avec seulement 3 ingrédients de base: de l'eau, du sel et de la farine. Oui, cette même farine que l'on tente de remplacer depuis l'époque de nos arrière-grands-mères. Plus un peu de patience, on obtenait un aliment qui défiait le temps. Le hardtack était une solution classique, connue de longue date par soldats, marins, nomades et voyageurs. Il fut un pilier de nombreuses campagnes militaires, comme la guerre de sécession, où sa facilité de transport en fit l'option idéale. Évidemment, tout n'était pas rose. Les hardtack étaient si durs qu'il fallait impérativement le faire tremper dans de l'eau ou un liquide quelconque pour l'éviter. Au dentiste. Et s'il restait trop longtemps en stockage, il pouvait attirer des invités indésirables, comme des vers. Mais soyons réalistes. À des époques où la nourriture pouvait valoir moins que la terre elle-même, on ne pouvait pas en demander beaucoup plus. Goulash. Le goulash américain a peu ou rien à voir avec son cousin hongrois, mais il est devenu une ressource fiable pour ceux qui tiraient le diable par la queue. Plat ultra bon marché, il se préparait en une seule marmite,
avec des ingrédients basiques à la portée de presque toutes les bourses. Même si, honnêtement, c'est difficile de ranger ça dans la case « cuisine de pauvres », en pensant au temps moderne. Qui, dans la misère, a des macaronis et de la viande hachée sous la main. Cependant, à l'époque, avant que l'inflation n'explose, ni les pâtes ni la viande n'étaient hors de prix. D'où sa popularité dans les foyers modestes ou ouvriers. Le goulash hongrois traditionnel est un ragoût riche en paprika et en viande. En Amérique, la recette s'est adaptée et allégée avec les années. Elle a même changé de nom. Dans le Sud, on l'appelait slumgullion. À mesure que les ingrédients en conserve se sont généralisés, ces racines hongroises se sont diluées et le plat s'est imposé comme une nourriture économique pour les temps difficiles. Casserole de haricots aux saucisses. Les gratins de haricots aux saucisses sont un autre exemple limpide de plats nés au cœur des périodes les plus dures de l'histoire américaine. On parle de recettes issues de la pure nécessité, celles que tes parents évoquent pour te rappeler que tu l'as facile à côté d'eux. Pour beaucoup, ce fut la seule manière de retrouver un minimum de réconfort sous la forme d'une casserole maison. La recette était simple et pratique. Des haricots en boîte, un peu de sauce ou d'amidon, souvent des pommes de terre et quelques saucisses. Une solution économique tout au long du 20e siècle. Les saucisses offraient une protéine facile, bon marché et accessible, surtout en période de rationnement, quand la viande fraîche se faisait rare à cause des guerres. Les haricots, eux, remplaçaient honorablement des protéines plus classiques et les gratins permettaient d'étirer les ingrédients pour nourrir toute la famille. Ancrées dans l'ère de la Grande Dépression, ces recettes ont semblé figées dans le temps. Puis ce plat a fait son retour dans les années 60, porté par la nostalgie et la vogue des conserves et des mélanges instantanés. Assembler les deux était aussi naturel que tartiner du beurre sur du pain. Riz au raisin sec. Moins populaire que d'autres recettes comme les casseroles, le riz au raisin remplissait pourtant sa mission. Proposer une douceur à petit prix quand on avait une envie sucrée sans le budget pour le premier ingrédient d'un gâteau. Dans les cuisines de tradition Pennsylvania Dutch, ce plat était un vieux compagnon, visible plusieurs fois par semaine sur les tables les plus modestes. Difficile de faire moins cher. Du riz, des raisins secs et un peu de lait. Le mélange donnait quelque chose qui, sans atteindre le statut de dessert élaboré, rappelait en texture un pudding épais, une bouillie réconfortante. Dans le Sud et le Midwest, on connaissait bien ce type de préparation simple. Des communautés amish, juives et bien d'autres savaient exploiter ces ingrédients, même si les raisins étaient plus souvent associés à des desserts de meilleure tenue, d'où des débuts tièdes dans l'opinion. Avec le temps pourtant, ce riz au raisin s'est imposé comme un petit réconfort sucré pour jours difficiles. Il a même inspiré, plus tard, la percée du riz au lait dans la pâtisserie familiale. Chou aux nouilles. Le chou, comme la pomme de terre, a toujours été un joueur d'équipe. En le mariant à des nouilles, on obtenait un autre plat économique et rassasiant, le haluski, comme on l'appelait dans les communautés d'Europe de l'Est. Fait curieux, ce plat n'était pas l'apanage de l'Amérique. On le retrouvait bien ancré dans de nombreuses cuisines européennes. La recette n'avait rien de compliqué. Nouilles aux œufs, oignons et choux poêlés. Il régnait dans la région des Appalaches et chez nombre de familles immigrées, d'origine slovaque, polonaise ou hongroise. L'échange culturel entre ces communautés a enrichi la gastronomie locale. En partageant leurs recettes avec le voisinage, elles ont fini par donner au plat une vraie place en Amérique. Il s'est d'ailleurs popularisé dans les réunions et événements communautaires, comme les repas d'église. L'absence de viande faisait baisser la note et permettait de rassasier beaucoup de monde, simplement. Poor man's pasta.
La Poor Man's Pasta était un concentré d'ingéniosité culinaire et d'économie. Comme bien d'autres recettes de cette liste, elle s'adaptait à ce qu'on avait sous la main. Les pâtes étaient un bon marché, se conservaient bien au placard et coûtaient 3 fois rien au paquet. Elles sont donc devenues un basique des familles aux moyens limités. La version la plus courante remplaçait le fromage par de la chapelure. Ne nous mentons pas. Même avec beaucoup d'imagination, la chapelure ne remplace pas le goût du fromage. On y ajoutait des ingrédients simples: ail, oignons et flocons de piment rouge. Malgré sa simplicité, cette combinaison s'avérait plutôt savoureuse au regard de l'humilité de ses composants. C'était un plat courant dans les rues de New York ou Chicago, où beaucoup ne pouvaient ni se payer de viande pour accompagner les pâtes, ni les coûteuses sauces importées. Aujourd'hui, il est tombé en désuétude. Ses grandes qualités, rapidité et simplicité, ont été supplantées par les pâtes toutes prêtes des supermarchés. Mais pour son époque, c'était un véritable sauve-la-vie. Kraft Macaroni and Cheese Dinner. Peut-être que la Grande Dépression n'a pas laissé le meilleur héritage culinaire. Elle a pourtant offert l'un des plats les plus emblématiques et réconfortants des États-Unis. Le fameux Kraft Macaroni and Cheese Dinner. En 1937, Kraft repère un vendeur débrouillard de tenderoni macaroni, Saint-Louis, qui vendait ses pâtes accompagnées de petits sachets de fromage râpé Kraft. La marque y voit un filon, embauche l'homme et commercialise le combo à prix populaire. 19 cents pour 4 portions. Succès immédiat auprès des familles qui devaient nourrir plusieurs bouches sans se ruiner. Préparation rapide et facile. Il devient un basique, autant pour les enfants que pour les adultes. Très vite émergent des variantes avec légumes cuits ou thon en boîte, histoire d'apporter de la tenue et un peu plus de valeur nutritive. Aujourd'hui encore, c'est un plat chéri et nostalgique, un vrai legs de ces temps difficiles. Ragoût Hoover. Le Hoover Stew était le genre de plat que presque tout le monde pouvait se permettre de cuisiner. Rien d'étonnant à ce qu'il soit devenu une ressource habituelle des foyers les plus modestes durant la Grande Dépression. 2 qualités incontestables. Il nourrissait toute la famille et ne dynamitait pas le budget du mois. Sa recette consistait à accommoder restes et reliquats pour étirer la nourriture et maximiser l'épargne, à une époque où chaque centime comptait. Peu d'épices nécessaires, et n'importe quel morceau de viande rescapée faisait l'affaire. Dans une Amérique où les banques faisaient faillite et le marché du travail s'effondrait, ce ragoût a été une petite bouée pour beaucoup, un souvenir que nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, n'ont pas oublié. À mesure que l'économie s'est remise, le ragoût Hoover a quitté les tables, remplacé par des ragoûts plus savoureux et variés. Mais durant ces années sombres, il fut l'un des piliers de la survie domestique. Si ce voyage à travers les saveurs les plus humbles et étonnantes du passé te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. C'est la meilleure manière de soutenir ce contenu et de nous aider à t'apporter d'autres histoires comme celle-ci. Prêt? On continue. Casserole de spaghetti, carottes bouillies et sauce blanche. Voici un plat qui illustre parfaitement l'art d'exploiter le peu qu'on a. Des spaghettis, des carottes bouillies et une simple sauce blanche. La première dame, Eleanor Roosevelt, a promu ce type de recette durant la Grande Dépression pour aider les ménagères à faire preuve d'ingéniosité. Cette casserole se contentait d'ingrédients bon marché: lait, farine, beurre et sel pour la sauce, spaghettis cuites jusqu'à être presque défaits et carottes bouillies. Le résultat? Une masse tendre mais nourrissante, parfaite pour remplir les estomacs sans vider les poches. Très versatile, elle s'adaptait à ce qu'il y avait à la maison,
d'où son adoption par beaucoup de familles. Aujourd'hui encore, pour un repas partagé ou un potluck, c'est un plat simple qui peut dépanner si tu veux contribuer sans te compliquer. Fromage blanc, cottage cheese. Le fromage blanc, ou cottage cheese, fut pendant des décennies un substitut économique et pratique à la viande. Tout le monde ne pouvait pas se payer des protéines animales, mais ce produit laitier, accessible et riche en protéines, comblait ce besoin. Le département de l'agriculture lui-même le présentait comme une excellente option pour remplacer la viande. Plus de protéines à la livre que le bœuf ou l'agneau, n'étant surpassé que par le poulet ou le veau. À une époque où les gens n'avaient guère le choix de leur alimentation, le cottage était une option pragmatique et, pour beaucoup, irremplaçable. Substitut du pâté de foie. Si, aujourd'hui, on accepte des filets de poisson faux et d'autres substituts végétaux, rien d'étonnant à ce qu'en période difficile soient apparu des alternatives économiques, jusque pour le pâté de foie. Les imitations de chopped liver ont connu un vrai succès dans l'Amérique de guerre et de pénurie, parce qu'elles n'exigeaient ni ingrédients chers ni introuvables. Oignons, lentilles vertes, noix, sel et poivre. On mixait le tout jusqu'à obtenir une pâte rappelant la texture du pâté de foie. Le goût, bien sûr, était différent, mais l'ensemble restait bien plus abordable et accessible. Née de la nécessité, cette recette a perduré même après l'amélioration de la conjoncture, parce qu'elle était nourrissante et, d'une certaine façon, plus saine. Riz au vinaigre. Le riz au vinaigre faisait partie de ces plats au coût dérisoire qui redonnaient un peu de caractère à un simple riz bouilli. On pourrait dire que c'est quantité. C'est comme Ted et Barney dans How I Met Your Mother. Séparément, ça fonctionne, mais ensemble, ça prend tout son sens. Et inutile de préciser, ici, c'est le vinaigre qui fait Barney. Cette habitude est arrivée aux États-Unis via les immigrés d'Asie du Sud-Est, surtout de Chine et du Japon, où l'on consomme souvent le riz tel quel, sans grands accompagnements. Pour les Américains d'alors, habitués à voir le riz en simple garniture de viande ou ragoût, c'était déroutant. Mais avec le placard vide, l'estomac qui gronde et le portefeuille à l'agonie, on revoit vite ses priorités et on finit par accepter ce qu'il y a. Avec un soupçon de vinaigre, même le riz le plus fade reprenait un peu de vie et de saveur. Shepherd's pie avec un minimum de viande. Le shepherd's pie, ou pâté du berger, n'a plus vraiment besoin d'introduction. Couche de viande hachée, petits légumes, et ce purée de pommes de terre qui coiffe l'ensemble. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'est pas né aux États-Unis. C'est un héritage direct des immigrés irlandais et anglais installés en Nouvelle-Angleterre, en Pennsylvanie et dans d'autres zones du Midwest. Pendant la Grande Dépression, ces communautés ont partagé leurs recettes et beaucoup de familles qui n'en avaient jamais entendu parler l'ont découvert grâce à elles. S'il paraît aujourd'hui indissociable de la table américaine, sa renommée a mis du temps à s'installer. Son succès tenait notamment à sa capacité à l'étirer avec des ingrédients bon marché, en privilégiant la garniture sur la viande. Une valeur sûre pour les temps durs. Fait curieux, 3 décennies plus tard, le shepherd's pie a ressurgi avec la mode des dîners surgelés, même s'il n'était plus perçu comme une nourriture modeste. Celui de la dépression, lui, se limitait au strict nécessaire et ne gaspille rien. Hush Puppies. Le nom Hush Puppies est sympa, et l'allure du plat ne l'est pas moins. Ces beignets frits à la farine de maïs réussissaient un bel équilibre. Croustillant, doré dehors, étonnamment moelleux dedans. Véritable pépite de la cuisine du Sud, on comprend mal pourquoi ils ont perdu de leur éclat. Dans certains coins du sud des États-Unis, on les prépare encore, mais ils furent longtemps le plat le plus représentatif de la cuisine des pauvres.
La farine de maïs était bon marché, facile à trouver et abondante, surtout dans le sud, où la farine de blé coûtait souvent quelques cents de plus. Peu, certes, mais ces quelques cents faisaient une vraie différence. Comme bien d'autres recettes de cette liste, les Hush Puppies valorisaient des ingrédients simples et économiques. On mélange, on frit, et on a de quoi caler des appétits. Quant à leur origine, plusieurs théories. Certains disent popularisés par des soldats confédérés pendant la guerre de sécession. D'autres évoquent les traditions culinaires de peuples autochtones comme les Cherokees ou les Creeks. Quoi qu'il en soit, ça reste une petite gourmandise. Soupe à l'œuf. Si, pour beaucoup, la soupe à l'œuf rime avec cuisine chinoise, l'Amérique des années 30 l'a adoptée comme un plat simple, peu coûteux et très réconfortant. Du pain de la veille et des œufs battus. Et il fallait battre, bras en l'air, presque comme une séance de sport, donnant une soupe nourrissante et rassasiante. S'il restait du poulet bouilli ou effiloché, on l'ajoutait pour donner du corps. Le bouillon de volaille, lui, se récupérait jusqu'à la dernière goutte pour éviter tout gaspillage, une habitude qui s'est imposée à cette époque. Parfois, on y glissait gingembre, ciboule, voire olives et anchois, selon ce qu'on avait. Aujourd'hui, une version plus travaillée trouverait facilement sa place dans un livre de recettes. Mais à l'époque, le but était clair. Réchauffer l'estomac sans vider la bourse. Cerveau de bœuf frites. Quand la vie te donne une vache et pas grand-chose d'autre, on allait jusqu'au cerveau. Les cerveaux de bœuf frites, ou de veau, pour faire plus chic, étaient un plat du Dust Bowl. Non pas par goût, mais faute d'alternative. On ne chipotait pas. Pour survivre, on mangeait chaque partie de l'animal. Alors, même si l'idée nous fait grimacer aujourd'hui, les cerveaux frites étaient le plat d'un mardi comme un autre. La préparation n'avait rien de sorcier. Rinçage à l'eau ou au lait, enrobage de farine, puis friture jusqu'à obtenir une croûte dorée et croustillante. On pourrait dire que c'étaient les ancêtres rustiques des nuggets, croquants dehors, moelleux dedans, avec une petite pointe de résignation en supplément. Le goût n'était pas aussi terrible qu'on l'imagine. Beaucoup le décrivaient comme doux, presque beurré. Personne ne fuyait la table quand on en servait. Et c'était une source concentrée de nutriments, surtout de protéines, une denrée précieuse en période de disette. Aujourd'hui, l'idée seule peut donner des frissons, mais à l'époque, c'était simplement le dîner du mardi. Avec un peu de sauce par-dessus, on pouvait presque parler de délices. Tout au long de ce voyage, nous avons vu que la cuisine est bien plus qu'une question d'ingrédients. C'est de l'histoire, de la mémoire, le reflet de ce que nous avons été et de la manière dont nous avons affronté les temps difficiles. Derrière chaque plat humble, derrière chaque recette improvisée, il y avait des familles en quête de solutions, des personnes qui tentaient de survivre et des générations qui ont transformé la pénurie en créativité. Si cette vidéo t'a semblé aussi passionnante à regarder que pour nous à la réaliser, on t'invite à laisser un like, à t'abonner à la chaîne, à nous dire en commentaire laquelle de ces histoires t'a le plus surpris et à la partager avec quelqu'un qui aime lui aussi explorer l'histoire à travers la cuisine. On se retrouve pour le prochain voyage dans le passé.